J'ai craché sur la tombe de mon grand-père avant de partir. Un geste que personne n'a vu, mais qui a scellé mon serment dans le silence des cimetières parisiens. Ma sœur, ce serpent aux lèvres peintes en rouge sang, a osé murmurer à l'oreille du notaire qu'elle méritait tout. Comme si ses infidélités passées avec mon mari n'avaient jamais existé. Et moi, j'ai souri en pensant à la lame que je cachais dans mon sac. Prête à trancher plus que des liens familiaux, prête à taillader l'âme même de cette lignée maudite. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et me briser. J'étais la fille aînée, celle qui avait tout sacrifié pour l'héritage familial. Les études à la Sorbonne abandonnées pour soigner grand-père dans sa mansarde du Marais, les nuits blanches à veiller son agonie alors que les autres fuyaient vers leur vie de luxe volée. Mon frère, ce lâche aux costumes italiens, prétextait des voyages d'affaires à Cannes pour éviter l'odeur de la mort. Ma sœur, Élodie, paradait dans les salons de Saint-Germain avec son amant du moment, riant des faiblesses de notre lignée. Et mon mari. Oh, mon mari. Pierre. Ce traître qui avait partagé mon lit et les secrets de grand-père. Qui avait vendu des bribes de notre histoire pour un poste à la banque Rothschild. Ils ignoraient les funérailles. Prétextant un rhume pour Élodie. Un conseil d'administration pour mon frère Julien. Et une crise conjugale pour Pierre. Une crise qu'il avait fabriquée en couchant avec ma propre sœur sous mon toit. Mais le jour de l'ouverture du testament, dans le bureau lambrissé du notaire rue de Rivoli, tout a basculé. Grand-père. Ce vieux renard qui avait bâti une fortune dans le vin bordelais et les galeries d'art volées pendant la guerre, oui. Volé. Un secret que je portais seul comme un boulet. Avait tout légué à moi. À ma petite Lou, qui a vu la vérité dans mes yeux mourants. Avait-il écrit de sa main tremblante. La maison de famille à Bordeaux. Les vignobles. Les tableaux de Monet cachés dans le grenier, tout. Julien Blemy. Ses jointures blanchissant sur le dossier du fauteuil. Élodie a éclaté en sanglots théâtraux, jurant que grand-père l'avait oublié par jalousie envers sa beauté fatale. Pierre, ce porc, a osé me prendre la main, murmurant « Nous le méritons ensemble. » Ma chérie. Ensemble, comme si je n'avais pas trouvé leur message. Leur nuit volée dans notre lit conjugal. J'ai ri. Un rire qui a fait trembler les vitres. Vous avez ignoré sa mort. Mais vous voulez sa vie? Prenez-la. Alors. Mais sachez que je la défendrai comme un loup sa proie. C'est là que le notaire a lu la clause finale, un codicille secret, dicté dans la nuit de sa mort. Grand-père accusait Julien d'avoir falsifié des comptes pour détourner des fonds familiaux vers ses maîtresses, Élodie d'avoir avorté en secret pour cacher une liaison incestueuse avec un cousin éloigné, un scandale qui aurait ruiné la famille, et Pierre d'avoir volé des bijoux de la collection pour payer ses dettes de jeu. Moi, j'ai porté le poids de tout. J'avais menti à la police pour couvrir Julien lors d'un accident de voiture mortel en 2012. Où un SDF avait péri sous ses roues ivres. J'avais payé le silence d'un médecin pour Élodie, et pour Pierre. J'avais falsifié des documents bancaires pour effacer ses traces. J'étais la coupable invisible. La main qui essuyait le sang des autres. Ce jour-là, j'ai juré ma vengeance. Pas une vengeance brute. Non, une toile tissée dans l'ombre. À la française, subtile. Empoisonnée. Éternelle. Paris serait mon échiquier. Et eux mes pions. Mais grand-père avait un secret plus sombre encore. Les tableaux n'étaient pas volés par lui, mais par mon père pendant l'occupation. Et j'étais la seule à le savoir parce que j'avais brûlé les lettres incriminantes. En les protégeant, j'avais protégé un fantôme nazi enfoui dans notre sang. Et maintenant, avec l'héritage, ce fantôme se réveillait, prêt à dévorer les vivants. Les semaines suivantes furent un ballet de faux-semblants. Un opéra bouffe où chaque aria masquait un poignard. J'ai emménagé dans la maison de Bordeaux. Cette bâtisse du XVIIIe siècle aux murs couverts de vignes vierges. Comme si le lierre lui-même conspirait pour étouffer les secrets. Julien m'a appelé le soir même de l'enterrement, non. Du non-enterrement. Car il n'y en avait pas eu de vrai.
Juste une crémation discrète que j'avais organisée seule sous la pluie battante de Montmartre. Lou, petite sœur, on doit parler affaires. Avait-il dit de sa voix mielleuse. Celle qu'il réservait aux putes de Pigalle avant de les jeter. Affaires, il voulait sa part. Bien sûr. Grand-père était sénile. Tu le sais. Ces accusations. Absurdes. Réunissons-nous. Comme une famille. Une famille. Le mot me donnait la nausée. Comme le vinaigre qu'il buvait pour masquer son haleine de whisky. J'ai accepté. Feignant l'hésitation. Nous nous sommes retrouvés au café de Flore. Là où Sartre avait fumé ses dernières gauloises en maudissant l'hypocrisie bourgeoise. Ironie du sort, mon frère. Ce bourgeois raté. Sirotait un espresso en me tendant un contrat falsifié. Vends-moi les vignobles pour un franc symbolique. C'est pour le bien de tous. Le bien de tous, pour financer ses week-ends à Deauville avec sa dernière conquête. Une actrice ratée qui suçait plus qu'elle ne jouait. J'ai souri. Signant le papier d'une main tremblante, pas de peur. Mais d'anticipation. Ce contrat était piégé, j'y avais glissé une clause. Rédigée par un avocat véreux de Belleville. Qui le liait à une reconnaissance de dette pour les fonds détournés. S'il contestait, la police rouvrirait le dossier de l'accident de 2012. Et moi, j'avais déjà contacté un inspecteur discret. Un ancien amant qui devait sa promotion à mes silences. Julien a quitté le café triomphant, ignorant que son empire de carton s'effondrait. Élodie fut plus retorse. Elle débarqua à Bordeaux sans prévenir. Son tailleur Chanel froissé par le TGV. Les yeux rougis par des larmes de crocodile. Lou, ma chérie, tu ne peux pas nous faire ça. Papa nous a toujours aimés tous. Papa, notre père était mort depuis 20 ans. Emporté par un cancer qu'il avait caché pour ne pas inquiéter ses enfants parfaits. Parfait. Élodie, toi qui avais couché avec Pierre dans la chambre d'hôtel où nous avions passé notre lune de miel, j'ai feint la compassion. L'invitant à dîner sous les chandeliers de la salle à manger. Le Bordeaux coulait comme du sang. Et elle but. Avouant tout, l'avortement. Le cousin, non. Pas un cousin. Mais notre oncle Bernard. Ce prêtre défroqué qui officiait des messes noires dans les catacombes. C'était un accident de passion. Lou. Tu comprends. Non, les femmes comme nous. On paie pour nos désirs. Comprendre, j'ai hoché la tête. Versant du poison dans son verre, pas du vrai poison. Non. Juste un laxatif puissant mélangé à de l'arsenic dilué. Assez pour la rendre malade des jours. Le lendemain, elle vomit tripes et boyaux dans les toilettes de la gare. Manquant son train pour Paris. Et pendant ce temps, j'ai fouillé son téléphone, des messages à Pierre. Des plans pour me ruiner en me faisant passer pour folle. En répandant des rumeurs sur ma stérilité. Un mensonge pour justifier pourquoi je n'avais pas d'enfant. Alors que c'était Pierre qui était infertile. Un secret que j'avais gardé pour son ego. Pierre. Ah. Pierre. Il attendit le plus longtemps. Comme un vautour sentant la chair pourrie. Il vint à Bordeaux sous prétexte de sauver notre mariage. Avec des roses rouges et un collier de perles. Celle que grand-père avait offerte à ma grand-mère avant de la tromper avec sa secrétaire juive pendant la guerre. Nous avons dîné au bord de la Garonne. Les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des âmes damnées. Lou. Je t'aime encore. Élodie n'était qu'une erreur. Une erreur, sans terreur. Pierre. Dans 100 lits différents. J'ai pleuré. Théâtral. Et il m'a prise dans ses bras. Cette nuit-là. Dans le grand lit à baldaquin. Je l'ai chevauché comme une furie. Griffant son dos jusqu'au sang. Murmurant des promesses d'amour éternel. Mais sous l'oreiller. Mon téléphone enregistrait tout. Ses confessions sur les bijoux volés. Ses dettes à la mafia corse. Et pire, son rôle dans la mort de grand-père. Oui. La mort. Grand-père n'était pas mort de vieillesse. Pierre l'avait empoisonné lentement.
avec des pilules trafiquées pour accélérer l'héritage. Il vivait trop longtemps. Lou. Pour nous. Pour nous, j'ai presque craqué là. Mais j'ai tenu. Le baisant jusqu'à l'aube. Gravant dans ma mémoire chaque gémissement hypocrite. Le matin. Il partit. Serein. Ignorant que j'avais déjà envoyé l'enregistrement à un hacker de la banlieue. Qui le diffuserait au moment opportun. Mais la vengeance n'est pas linéaire. Elle serpente comme la Seine. Bientôt. Les premiers coups portèrent. Julien fut arrêté pour fraude. Menottes au poignet devant les flashs des paparazzis au tribunal de Bordeaux. Élodie, alitée, fut forcée de vendre son appartement haussmannien pour payer des soins. Son scandale éclatant dans le monde sous le titre Héritière déchue, inceste et mensonge. Pierre perdit son poste. La banque le jetant comme un Kleenex usé. Et moi, j'étais la veuve éplorée. La fille fidèle. Recevant des condoléances murmurées dans les salons. Pourtant, au fond de moi, un doute rongeait. Étais-je meilleur qu'eux, en portant leurs crimes? J'avais déjà du sang sur les mains, le SDF de Julien. Le fœtus d'Élodie. Les victimes anonymes des dettes de Pierre. Et grand-père, son secret sur les tableaux volés pendant la Shoah. J'avais brûlé les preuves. Mais les survivants cherchaient encore. Un soir, en fouillant le grenier, je trouvai une lettre. Lou. Si tu lis ceci, sache que je t'ai choisi non par amour, mais par culpabilité. Tu es comme moi, une menteuse née. Le twist me frappa comme un coup de couteau. Étais-je la vengeresse? Ou juste le pion final dans son jeu? L'automne enveloppa Bordeaux d'un manteau ocre. Et avec lui vint la tempête. Les vignobles rougissaient comme des plaies ouvertes. Et je marchais parmi les rangs de cèpes, inhalant l'odeur terreuse qui masquait à peine la pourriture sous-jacente. Julien sortit de prison sous caution, une caution que j'avais payée anonymement, via un fonds offshore hérité de grand-père. Pourquoi? Pour le voir ramper. Il arriva à la maison un soir de vendange. Hagard. Les yeux injectés de haine. Tu as manigancé tout ça. Salope, pour un vieux schnock mort. J'ai ri. Lui servant un verre de notre meilleur millésime, empoisonné cette fois d'une drogue qui amplifiait les paranoïas. Il but. Et les mots jaillirent. Tu sais pour l'accident. Lou. Tu as menti à la police. Tu as dit que c'était moi qui conduisais. Mais c'était toi au volant ce soir-là. Tu as renversé ce clochard pour me protéger. Et maintenant tu me fais payer. Le choc me cloua. Moi? Non. Ou si. Les souvenirs affluaient. Flou comme un mauvais rêve. La nuit pluvieuse de 2012. Julien ivre au volant. Moi à ses côtés. Paniqué. J'avais pris le coup de volant. Heurtant le trottoir. Et le SDF. Son corps sous les roues. J'avais tout assumé dans ma tête. Jurant le silence pour mon frère. Mais était-ce vrai? Ou un mensonge que j'avais inventé pour porter le fardeau familial? Comme toujours, Julien s'effondra, pleurant comme un enfant. Reviens-moi la liberté. Et je te dirai le secret de papa. Papa. Le père que nous avions idéalisé. Mort en nous léguant cette malédiction. Il avoua, pendant la guerre. Notre père n'avait pas volé les tableaux pour survivre. Il les avait cachés pour les nazis. En échange de la vie de sa maîtresse juive, ma grand-mère. En réalité. Et grand-mère, elle avait su. Et s'était suicidée en 1945. Laissant une lettre que papa avait brûlée. Mais Julien l'avait lue. Enfant. Et l'avait gardée. Tuer la bâtarde. Lou. Pas sa fille. La sienne à elle. Fruit d'un viol nazi. Le monde vacilla. Moi. Bâtarde d'un fantôme SS, les pièces s'emboîtaient, mes yeux bleus trop clairs. Ma peau pâle dans une famille de bruns méditerranéens. J'ai sorti le pistolet de grand-père, un Luger d'époque. Trophée de guerre, et les pointé sur lui. Prouve-le. Il rit. Hystérique.
et me tendit une photo jaunie, moi, bébé, dans les bras d'un officier en uniforme, souriant à l'objectif. La drogue le fit convulser. Et il s'écroula, bavant des excuses. J'ai tiré? Non. Pas encore. Au lieu de ça, je l'ai ligoté dans la cave, parmi les fûts, et l'ai laissé mariner dans son urine et sa peur. La vengeance prenait un goût amer. Étais-je en train de devenir le monstre que je chassais? Élodie revint. Plus maigre. Plus venimeuse. Elle avait vendu des scoops à la presse, des mensonges sur ma folie héréditaire, pour financer son retour. Lou, on est sœurs. Partageons. Sœurs, elle ignorait tout du sang souillé. Nous nous promenâmes dans les jardins, sous les cyprès qui chuchotaient des malédictions. Elle avoua son plan, alerter les autorités sur les tableaux, prétendant que j'étais complice du blanchiment. Les Juifs paieront cher pour les récupérer. Et nous, on touchera l'assurance. Complètement française. Cette cupidité post-holocauste. Je l'ai embrassée, comme au bon vieux temps, et glissé dans sa poche un micro. Puis, lors d'un appel fin à Pierre, elle répéta tout. L'enregistrement partit directement à Interpol. Le lendemain, des agents en civil frappèrent à sa porte à Paris. Elle hurla mon nom en bing-emmené, menottée comme une vulgaire pickpocket. Mais le twist, dans sa cellule. Elle raconta ma complicité dans l'accident de Julien, me désignant comme la conductrice ivre. Les flics vinrent pour moi, fouillant la maison, saisissant les tableaux. Mademoiselle Duval, vous êtes en garde à vue pour recel d'œuvres d'art spoliées et homicide involontaire. Homicide. Le mot résonna comme un glas. Pierre, sentant le vent tourner, me trahit le dernier. Il témoigna contre moi au commissariat de Bordeaux, jurant que j'avais planifié la mort de grand-père pour l'héritage. Elle est obsédée. Inspecteur. Une vraie Médéa. Médéa, cette grecque qui tuait ses enfants pour venger un adultère. Proche. Mais pas assez. J'ai ri dans la salle d'interrogatoire. Les menottes froides contre ma peau. Demandez-lui pour ses dettes corses. Ou pour Élodie. Mais Pierre avait déjà effacé les traces. Aidé par un avocat payé par. Qui? Julien. Depuis sa cave, la nuit en cellule fut un purgatoire. Je repensais à grand-père. Avait-il su pour mon sang? M'avait-il choisi pour me punir? Ou pour me sauver? Le matin. Un appel, l'avocat de la famille. Un vieil ami de papa. Me sortit sous caution. Votre frère paie. Mademoiselle. Il veut négocier. Négocier? Il tramait quelque chose. Un retournement collectif pour me briser. La famille se réunissait contre la bâtarde. Mais j'avais un atout, la lettre de grand-mère, que j'avais cachée dans un coffre à la banque. Elle accusait papa de collaboration. Et par extension, tous. Si je la lâchais, c'était la ruine totale, procès. Honte. Prison pour tous. Le chaos approchait, tendu comme un arc. J'organisai un dîner final à la maison, invitant les trois, Julien libéré, Élodie sous caution, Pierre repentant. Pour clore le chapitre. Dis-je. La table ployait sous les plats, foie gras, escargot, et un Bordeaux empoisonné pour de vrai cette fois, avec du cyanure pur, volé dans le labo d'un contact à l'hôpital. Ils burent, toastant à la famille. Et moi, je bus de l'eau, observant leurs visages se convulser. Mais attendez. Le twist. Au moment où Julien s'effondra, vomissant du sang, Élodie hurla. C'est pas du poison, c'est un antidote. On t'a piégé. Lou. Elle rit. Hystérique. Révélant le plan, ils avaient remplacé le vin par un laxatif violent. Et averti la police. Des sirènes hurlèrent dehors. J'étais cerné.
Pierre se lâche, murmura. On voulait te faire craquer. Te forcer à avouer tes mensonges. Pour partager l'héritage justement. Justice? Leur justice était une farce. Un lynchage familial. Julien, se relevant, cracha. Tu n'es pas une Duval. Lou. Tu es le fruit du diable. Et maintenant, tu paies pour nous avoir tous souillés. Il m'avait tendu le piège parfait, en essayant de les tuer. J'avouais mes crimes passés. La police défonça la porte. Et je fus arrêté pour tentative de meurtre multiple. Dans les menottes, je vis leur sourire unis enfin. Contre moi. La prison de Fleury-Mérogis est un ventre d'enfer. Un labyrinthe de béton où les âmes se dissolvent dans l'oubli. J'y atterris comme une pierre dans un étang stagnant. Les vagues de murmures et de regards me submergeant. La héritière empoisonneuse. Chuchotaient les gardiennes. Ces harpies en uniforme qui mâchaient leur chewing-gum comme si elles croquaient des os. Mon procès fut un cirque médiatique. Paris Match titrait « La bâtarde de Bordeaux, vengeance ou folie ». Avec ma photo d'enfance photoshopée en noir et blanc. L'air déjà hanté. Julien, Élodie et Pierre témoignèrent. Un trio infernal au visage larmoyant. Jurant que j'avais toujours été déséquilibré. Citant des épisodes inventés. Une enfance où je torturais des chats. Une adolescence où j'espionnais leurs amours. L'avocat commis d'office. Un genou aux lunettes fumées. Bafouilla des plaidoiries sur l'héritage toxique. Toxique. Oui, comme le cyanure que je n'avais pas versé. Car ils l'avaient anticipé. Le twist de leur plan, ils avaient filmé le dîner avec des caméras cachées. Pour ma protection. Disait-il. La vidéo me montrait versant le vin. Souriant diaboliquement. Mais j'avais mon contre-coup, pendant la fouille. J'avais avalé une microcarte. Contenant les enregistrements de leur confession. Avalé? Non. Caché dans une mèche de cheveux. Passé par un contact en cuisine. Au tribunal de Paris. Sous les lambris Renaissance. Je pris la parole. Mesdames et messieurs. Ils mentent. Tous. Et je déballai l'accident de 2012. Où j'avais pris la faute pour Julien. L'avortement d'Élodie. Payé de ma poche. Les dettes de Pierre. Effacées par mes falsifications. La salle bruissa. Les journalistes tapant frénétiquement. Puis, le clou, la lettre de grand-mère. Présentée par mon nouvel avocat, un requin de Neuilly que j'avais contacté via un codicille secret de grand-père. Elle accusait papa de collaboration. De vol pour les nazis. Et pire, Julien était son fils. Fruit d'une liaison avec l'officier SS. Mon frère n'est pas mon frère. Il est le bâtard du diable. Comme ils disent que je le suis. Le chaos éclata. Julien sauta de son banc. Hurlant des obscénités. Frappant la vitre de séparation. Élodie s'évanouit théâtralement. Son maquillage coulant comme du pu. Pierre, pâle comme un linge, murmura, « Lou, arrête. » Pour nous. Pour nous, je ris. Un rire qui fit taire la salle. Le juge suspendit l'audience, ordonnant des expertises ADN et des enquêtes sur les tableaux. Dehors. Les manifestants s'amassèrent, d'un côté. Les descendants de victimes juives réclamant justice, de l'autre. Des nationalistes scandant la France aux Français. Voyant en moi une traîtresse ou une héroïne. Selon le camp. Libéré sous contrôle judiciaire. Je rentrai à Bordeaux. La maison vidée de ses trésors, les tableaux saisis. Les vignes sous séquestre. Mais la vengeance n'était pas finie, elle mutait. Élodie, ruinée par le scandale, tenta le suicide dans sa baignoire, avalant des pilules comme des bonbons. Elle survécut, bien sûr, pour souffrir plus. Julien fuit en Suisse, mais Interpol le rattrapa à Genève. Extradé pour fraude et complicité de crimes de guerre, oui.
Les tableaux menaient à des procès pour recel post-Shoah. Pierre, il disparut, laissant une note. Je t'aimais vraiment. Lou. Mais la famille passe avant. La famille. Ce mot poison. Seul dans la maison hantée. Je fouillais les archives. Le secret ultime, grand-père avait su pour moi. La bâtarde. Et m'avait légué tout pour me forcer à détruire la lignée. Brûle le tout. Petite. Nettoie le sang. J'hésitais. Brûler ou reconstruire. Les nuits étaient peuplées de fantômes, le SDF gémissant sous les roues. Le fœtus d'Élodie flottant dans un bocal imaginaire. Les âmes juives des tableaux pleurant dans le grenier. Et moi, au centre. Une tempête en chair et en os. Un soir. Un coup à la porte, un homme en trench-coat. Chapeau fedora comme dans un film de Melville. Mademoiselle Duval, je représente les ayants droit des spoliés. Il apportait des preuves. Ma grand-mère n'était pas la victime. Elle était complice. Cachant les tableaux pour les revendre après la guerre. Et moi, son ADN. Analysé en secret. Confirmait, fille de l'officier. Mais élevée par amour tordu. Vous pouvez tout arrêter. Mademoiselle. Témoin à charge contre votre famille. Et vous gagnez l'immunité. Immunité? Pourquoi? Pour les crimes que j'avais portés? Je le renvoyais. Mais semez le doute. La presse se déchaîna, la bâtarde révélée, victime ou monstre. Les lecteurs se divisaient. Certains me voyaient comme une Antigone moderne. Défiant la loi pour l'honneur familial, d'autres comme une Lady Macbeth. Emportés par l'ambition souillée. Julien. En cellule. M'écrivit. Tue-moi. Lou. Finis-le. Élodie à plat. Voix brisée. On est pareil. Toi et moi. Des putes du destin. Pierre surgit un matin. Suppliant, fuyons à Lisbonne. Oublions. Oublier? Non. J'invitais les survivants, les plaignants juifs, à la maison. Leur rendant les tableaux un à un. Confessant tout. C'était mon grand-père. Mon père. Ma faute. Ils pleurèrent. Certains me serrant la main, d'autres crachant par terre. Mais le chaos familial culmina lors d'une confrontation finale. Orchestrée par le juge, une médiation en chambre. Sous haute garde. Nous quatre. Assis autour d'une table comme à Thanksgiving maudit. Julien. Enchaîné. Élodie. Drogué aux antidépresseurs. Pierre. Tremblant. Moi. Libre mais brisé. Finisseren. Dis-je. Et je sortis la lettre, pas celle de grand-mère, mais une nouvelle, forgée par moi. Grand-père vous lègue le néant. À tous. Sauf à moi. Qui doit racheter le sang. Le twist, c'était faux. Mais ils y crurent. Signant un accord de renonciation totale à l'héritage. En échange, leur silence sur mes mensonges. Julien avoua l'accident, Élodie. L'inceste, Pierre. Le meurtre de grand-père. La police, informée par moi, les arrêta sur place. Cris. Chaos. Menottes claquant. Et moi, témoin clé. Immunisé. Pourtant, en sortant, un vide. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? La famille détruite. Moi seul avec des fantômes. L'hiver mordit Bordeaux de ses crocs gelés, transformant les vignes en squelettes nus. La maison, vidée de ses trésors, résonnait d'échos, pas ceux des rires d'enfance, mais des hurlements des damnés. J'errais dans les couloirs. Un spectre parmi les ombres, sirotant du vinaigre qui ne m'enivrait plus. Le procès des Duval devint le feuilleton de l'année. Julien condamné à 20 ans pour fraude et homicide involontaire. Son ADN confirmant le sang nazi qui coulait en lui comme une malédiction génétique. Élodie, internée en psychiatrie, balbutiait des confessions sur des plateaux TV.
son glamour fané en un masque de gorgone. Pierre, il se pendit dans sa cellule, laissant une note adressée à moi. « Tu as gagné. Ma Médéa. » Mais l'amour était vrai. Adieu. Gagné, le mot sonnait creux, comme un caveau vide. Les survivants juifs récupérèrent les tableaux. Certains me remerciant lors d'une cérémonie discrète à la synagogue de Bordeaux, une kippa sur ma tête pâle. Un kaddish murmuré pour les âmes perdues. Vous avez racheté, mademoiselle, dit un vieil homme aux yeux creusés par Auschwitz. Racheté, j'avais brûlé la lettre de grand-mère en secret, effaçant la dernière preuve de ma bâtardise. Mais le doute persistait, étais-je pur? Ou juste une hybride? Un pont entre bourreau et victime, la société se déchaîna en débats enflammés. Sur les plateaux de C'est dans l'air, des intellectuels s'affrontaient. Lou Duval est une héroïne post-coloniale. Déconstruisant le mythe familial français, clamait une féministe, non. Une opportuniste qui exploite la Shoah pour son gain personnel, ripostait un historien conservateur. Les réseaux sociaux bouillonnaient, Vengeance Duval divisée en camps, les vengeurs qui me portaient au nu comme une Jeanne d'Arc laïque, et les victimes qui me lapidaient virtuellement pour avoir gâché une tragédie historique. Même le président, dans un discours laconique à l'Élysée, évoqua la réconciliation nationale face aux ombres du passé. Un clin d'œil voilé à mon cas. Mais la vraie twist vint de l'intérieur, un test ADN anonyme, commandé par un tabloïd, révéla non pas un père nazi, mais grand-père lui-même comme géniteur, un inceste caché, fruit d'une nuit d'ivresse adolescente avec ma grand-mère. La bâtarde, pas moi. Élodie. Julien, fils de papa et d'une servante. Pierre, juste un cocu lambda. Grand-père m'avait choisi parce que j'étais la seule pure. La seule à porter son sang sans tache. La révélation éclata comme une bombe. Le Figaro titra « Le grand mensonge Duval, inceste et illusion ». Élodie, apprenant la nouvelle en asile, rit jusqu'à l'hystérie, se tailla dans les veines. Elle survécut, encore, pour hanter mes rêves. Libre de tout, je vendis la maison aux Juifs, pour un musée de la mémoire. Les vignobles, donnés à une coopérative de vignerons immigrés. Un geste qui fit hurler les nationalistes, la France vendue aux étrangers. Ironie française. Cette xénophobie post-réconciliation. Je partis pour Paris, louant un studio minuscule sous les toits de Montmartre, là où grand-père avait agonisé. Les nuits, je écrivais, non un journal, mais un roman, La lignée maudite, anonyme, qui grimpa aux listes du livre hebdo. Les critiques le déchirèrent, un thriller uamique. Mais moralement ambigu, Duval glorifie-t-elle la vengeance ou la condamne-t-elle? Ambigu. Oui. Car en fin de compte, la vengeance n'apporte ni paix ni justice. Elle creuse un vide que seul le temps comble. Ou pas. Un soir, seul avec une bouteille de Bordeaux volée, le dernier, je repensais aux 3 aoûts de ma vie, le crachat sur la tombe. Le rire au notaire. La lame cachée. Étais-je le monstre, ou juste la survivante d'une famille de monstres? Le téléphone sonna, un numéro inconnu. Lou, c'est Julien. Libéré pour bonne conduite. On recommence à zéro. Zéro. Le mot parfait. J'ai raccroché. Et mis le feu au manuscrit. Les flammes dansèrent comme des diables, consumant les mots. Dehors, Paris scintillait, indifférente. Et moi, je marchais vers la Seine, jetant les cendres dans l'eau noire. Fin, ou nouveau chapitre. La vie, cette garce, ne dit jamais son dernier mot. Mais pour l'instant, j'étais libre, ou du moins, aussi libre qu'une ombre peut l'être dans la ville lumière. Épilogue, des années plus tard. Un enfant naquit à Bordeaux, fils d'un vigneron maghrébin et d'une Française anonyme. On l'appela Louis, en hommage à un fantôme.
Et dans les vignes, les raisins poussèrent plus sucrés, comme si le sang maudit s'était enfin dilué. Ou pas. Car les secrets, en France, ne meurent jamais, ils fermentent, attendant la prochaine vendange.